Demain sera notre jour. Demain, demain, toujours demain. Demain tu trouveras l'amour. Demain, demain, toujours demain. Demain la chance se tournera. Demain, demain, toujours demain. Demain la vie nous sourira. Demain, demain, toujours demain. Demain on oubliera demain. Quand c'est qu'arrivera demain. Demain sera toujours demain. Oh, qui sont les demain? Demain c'est la terre promise. Demain c'est le paradis. Demain un verre s'éternise. Demain fuit qui le poursuit. Demain c'est la terre promise. Demain c'est le paradis. Demain un verre s'éternise. Demain décourage aujourd'hui. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain s'éternise. Demain fuit qui le poursuit. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain s'éternise. Demain décourage aujourd'hui. Demain j'arrête, c'est promis. Demain, demain, toujours demain. Demain c'est sûr, on vous l'a dit. Demain, demain, toujours demain. Demain ceci, demain cela. Demain, demain, toujours demain. Demain, demain, j'entends que ça. Demain, demain, toujours demain. Demain, nous disons tous demain. Quand c'est qu'arrivera demain. Demain sera toujours demain. Demain, Oh, qui sont les demain? demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain, oh, demain s'éternise. Demain fuit qui le poursuit. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain, oh, demain s'éternise. Demain décourage aujourd'hui. Demain c'est la terre promise. Demain c'est le paradis. Demain s'éternise. Demain fuit qui le poursuit. Demain c'est la terre promise. Demain c'est le paradis. Demain s'éternise. Demain décourage aujourd'hui. Demain sera notre jour. Demain toujours demain. Demain c'est la terre promise. Demain c'est le paradis. Demain, en demain s'éternise. Demain sera un autre jour. Demain tu trouveras l'amour. Demain, 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 j'entends que ça. Demain sera un autre jour. Demain tu trouveras l'amour. Demain ceci, demain cela. Demain, 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 j'entends que ça. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud. Be happy. Ce monde-là, on va le construire avec force et tous ensemble. Ce monde, nous allons le construire avec force et tous ensemble. Et tous ensemble. Tous ensemble. Avec force. Et tous ensemble. Demain sera notre jour. Demain, demain, toujours demain. Demain tu trouveras l'amour.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour la saison 3 de la soirée de l'éducation physique, la première soirée. Les formes de pratique scolaire, la forme scolaire de pratique libère ou enferme-t-elle les élèves? La question pourrait sembler étrange, être finalement un débat d'idées qui n'est pas si important que ça pour les enseignants d'éducation physique et sportive. D'une certaine façon, si le débat consiste à identifier des écoles de pensée, alors effectivement, on aura perdu l'ambition de notre soirée. Le SNEP FSU est la maison de l'EPS et doit être un lieu qui conserve la discussion professionnelle et des regards différents sur les APSA. C'est d'ailleurs tout l'enjeu de ces soirées de l'éducation physique et sportive. Dans différents colloques où le Centre PSCT, dans les revues contre-pied, propose aussi des pratiques scolaires. Alors, où est le problème ? Le titre de notre soirée, un peu provocateur, cherche à questionner les glissements que l'on peut percevoir dans les constructions de certaines situations qui sont proposées à nos élèves. Notre discipline doit continuer de porter l'ambition de transmettre des savoirs, des techniques d'APSA, des techniques du corps pour faire écho à la soirée numéro 2 qui se passera dans quelques semaines, quelques jours même, puisque dans 3 semaines, elle se déroulera. Ce sera d'ailleurs un moment pour revenir sur qu'est-ce qui s'enseigne et s'apprend en éducation physique et sportive. Lorsque j'apprends à nager, à danser, à marquer, est-ce que finalement je ne suis pas un peu plus libre ? Cependant, en lisant des propositions d'un certain nombre de collègues ou en les écoutant dans des stages ou des réunions d'éducation physique et sportive, nous pouvons repérer 3 glissements qui s'opèrent dans les pratiques. Je ne parle pas ici des exercices d'échauffement qui peuvent être utilisés avec une certaine distance du point de vue du rapport à la culture. Je parle plutôt des situations dites de référence, des situations d'épreuves d'évaluation, celles qui constituent des situations clés par lesquelles les élèves doivent passer. Le premier glissement que l'on peut identifier, c'est la référence à l'APSA comme objet d'étude, c'est-à-dire comme savoir une situation qui permet de se confronter aux problèmes fondamentaux, aux matrices d'essence d'APSA. Finalement, une remise en cause de l'EPS comme une étude pratique des APSA. Soulignons tout de même l'écart qui existe entre les façons de la formaliser ou de les théoriser et finalement ce qui peut être fait ensuite être mis en place du point de vue des pratiques concrètes. Un peu comme si finalement la novlangue qui peut être utilisée dans les concours ou dans certains lieux crée un écart dans les propositions, les idées qu'on peut avoir sur le sujet. Le deuxième glissement, c'est celui de la magie de la tâche, au sens où en fait c'est parce qu'on serait confronté à une tâche, une situation, une forme de pratique que l'on s'approprierait immédiatement le contenu d'enseignement. Mais finalement, c'est pas parce qu'on crée une situation pour l'école qu'automatiquement les élèves prendraient le temps de travailler au cœur de la situation, mais au contraire pourraient travailler à côté de la tâche. La troisième, c'est la création de situations de référence en prenant appui sur des présupposés du point de vue des élèves. Les garçons seraient plutôt sur ce type de pratique, les filles plutôt sur ce type de pratique-là, qui finalement, au lieu de partir et de chercher à les libérer, les enferment un peu plus et les laissent là où ils sont. Pour en parler avec nous ce soir, nous avons 4 invités. Olivier Dieu et Clément Léna, tous les deux enseignants d'éducation physique et sportive, mais aussi maîtres de conférences à l'Université de Lille, qui viendront partager avec nous leur travail de recherche sur justement l'implication des élèves dans la motivation, mais aussi dans la permanence en fonction des formes de pratique scolaire. Et Stéphane Gobet, professeur de PS de l'Académie d'Aix-Marseille, qui est du lycée Cézanne, qui nous présentera un certain nombre de situations clés pour lui du point de vue de l'étude du badminton. Et enfin, pour finir, un regard de Alain Becker et Dominique Kramer, membres du bureau d'EPS et Société de la revue Contre-pied, qui, à partir du dernier article qu'ils ont écrit dans la revue sur le sport scolaire, nous présenteront de façon critique le regard qu'ils portent sur la question de la forme de pratique scolaire. Avant de continuer cette soirée, merci Angelko Zwiedin d'être présent pour l'actu SNEP. Nous allons découvrir finalement quelle est l'actualité et les moments significatifs de l'éducation physique et sportive de ces débuts d'année. Bonjour Angelko, un mois vient de passer depuis la rentrée scolaire. Finalement, j'ai envie de te dire, tout va bien dans le meilleur des mondes. Est-ce qu'il manque des professeurs d'éducation physique et sportive ?
Eh bien, bonsoir Bruno. Tout d'abord, hélas, oui. Le SNEP FSU a envoyé à toute la profession une enquête de rentrée, une traditionnelle, dois-je dire, l'enquête de rentrée, qui révèle que dès le lendemain de l'envoi de cette enquête, 1494 heures d'EPS n'étaient pas assurées sur tout le territoire. Dans environ 11 à 12% des établissements, le service public n'était pas assuré dès cette rentrée scolaire. Compte tenu de l'ensemble de la situation et faute de personnel titulaire remplaçant, des milliers d'heures seront probablement perdues durant l'année scolaire compte tenu de cette situation dès la rentrée. Alors si on raisonne à l'échelle du quinquennat pendant lequel Jean-Michel Blanquer était le ministre de l'Éducation, on peut retenir qu'il y avait 26 000 élèves de plus dans le second degré. Et à côté de cela, nous avions 960 suppressions de postes de titulaires en EPS, postes en établissement et postes en zone de remplacement cumulés. Face à cela, le SNEP FSU continue de porter son mandat pour 1500 postes au CAPEPS externe à chaque session. Pour finir de répondre à ta question, le projet de loi de finances pour 2023 sera en discussion à partir du mois d'octobre à l'Assemblée nationale et le SNEP FSU a d'ores et déjà décidé de s'adresser aux députés pour porter les besoins en EPS que je viens de citer rapidement. La crise sanitaire et climatique que nous venons de traverser a accentué et révélé, pour ceux qui l'ont encore l'ignoré, un certain nombre d'inégalités du point de vue de la pratique sportive, mais aussi une crise qu'on nomme de sédentarité de notre jeunesse. Le ministre des Sports a proposé de bouger 30 minutes ou 2 heures de sport de plus par semaine. Est-ce que ces mesures sont vraiment à la hauteur des enjeux du moment ? Alors, d'abord sur la question des piscines. Nous avons découvert avant la rentrée, le jour de la rentrée, que un certain nombre de piscines, certaines gérées par les organismes privés, d'autres publics, devaient fermer en raison de l'anticipation du coût de l'énergie, notamment en rapport au chauffage. Il s'agit non pas d'une décision au niveau de l'État, donc ministérielle, mais bien des décisions locales. Le SNEP FSU est intervenu, aussi bien localement auprès des services et des collectivités, mais aussi auprès du ministère. Alors les choses commencent à bouger dans le bon sens. Tous les problèmes ne sont pas réglés, mais on continue à rester vigilant à la fois sur la question des piscines, mais aussi sur l'ensemble des équipements fermés, puisque rien ne nous garantit que d'autres collectivités n'essaieraient pas de fermer pas seulement les piscines, mais aussi les gymnases et les salles utilisées pour l'enseignement de l'EPS. Alors la deuxième partie de ta question, concernant le ministre qui serait à la hauteur ou pas. Bon, nous avons un nouveau ministre qui a un nouveau profil. Nous pouvions penser qu'il y aurait un changement radical de politique. Hélas, il a déclaré dès sa première prise de parole qu'il poursuivrait la politique menée par son prédécesseur. En gros, pour répondre concrètement par rapport au problème que tu soulèves, les 2 heures de sport dans les collèges, en plus de l'EPS, l'enseignement de l'EPS, c'est d'abord une reconnaissance de ce que nous portons, de ce que le SNEP FSU porte depuis des années, à savoir un vrai problème de sédentarité dans notre pays. Or, la réponse à apporter est très mauvaise. Si on croise ça avec la généralisation des 30 minutes d'activité physique quotidienne, 30 minutes dans le premier degré, suite à l'expérimentation, alors qu'aucun bilan sérieux n'a été fait, nous tombons sur une conclusion, c'est que cette expérimentation des 2 heures de sport en plus de l'EPS doit être stoppée immédiatement. La seule bonne solution pour tous les élèves, pour toute la jeunesse, c'est les 4 heures d'EPS sur toute la scolarité pour toutes et tous. Et si expérimentation doit avoir lieu, c'est bien celle-là qu'il convient d'explorer. Alors, en 1 minute, est-ce que tu peux nous dire quels sont les prochains rendez-vous du SNEP ? Bien, j'en évoque 2 rapidement. Le premier, c'est la grève de demain, donc du 29 septembre. C'est une grève interprofessionnelle.
à laquelle nous invitons l'ensemble des collègues à participer, qui porte sur les revendications salariales en termes de conditions de travail et des retraites. Je donne juste un exemple sur les salaires. En 1980, un professeur d'EPS débutant gagnait 2,3 fois le SMIC de l'époque. Aujourd'hui, nous sommes à 1,2 fois le SMIC. Il est très facile de faire la différence. Le deuxième point deuxième rendez-vous que je vais évoquer, il a lieu au mois de décembre. Donc nous avons un peu de temps. Toujours est-il que nous sommes en campagne électorale puisqu'il s'agit des élections professionnelles dans un nouveau format. La loi de transformation de la fonction publique a quasiment anéanti les rendez-vous démocratiques entre les salariés et l'employeur à travers le paritarisme. Et le format de l'élection a changé. Il n'y aura plus de liste SNEP-FSU. Il n'y aura les représentants du SNEP seront sur les listes fédérales, donc de notre fédération, de la Fédération syndicale unitaire des listes FSU. Les enjeux sont simples, j'ai envie de dire. Il s'agit de partir à la reconquête pour le développement des services publics, de l'EPS, du sport scolaire et d'un sport humaniste et démocratique. Alors, du 1er au 8 décembre, je vote SNEP en cliquant FSU. Pour le métier, l'école et l'EPS, je vote SNEP, je clique FSU. Les notes du bac ont fonctionné souvent comme un thermomètre, nous alertant sur l'inégalité des résultats entre les filles et les garçons. Inégalité constatée de façon plus accrue sur les activités regroupées dans ce qu'on appelle le champ 4, qui mélange d'ailleurs les sports collectifs, les sports de raquettes et les sports de combat. L'idée admise qu'on peut souvent lire est que les filles n'aimeraient pas la compétition et l'opposition, mais préféreraient d'autres formes de pratiques scolaires. Plus globalement, les jeunes aimeraient moins les pratiques compétitives et seraient plus favorables dans des pratiques plus conviviales ou plus coopératives. Deux chercheurs, anciens professeurs de PS, maîtres de conférences à Lille, Olivier Dieu et Clément Yena, ont présenté à 2 reprises à des colloques de l'ARIS, qui est une association de recherche française sur l'intervention sportive, une analyse des formes de rencontres et des conséquences sur l'implication physique et émotionnelle des élèves en badminton et en tennis de table. Clément, c'est bien ça, du point de vue de vos travaux ? Alors bonjour Bruno, bonjour à tous, merci de votre invitation. Tout d'abord, on tient à préciser des petites choses avant de démarrer, c'est que donc on s'ancre dans un collectif de travail qui est donc un laboratoire de recherche sur la thématique de l'engagement dans l'activité physique et l'EPS. Donc nous, on va vraiment vous présenter les travaux qu'on a menés avec Olivier Dieu, qui est à l'Université Littorale Côte d'Opale, donc vers Calais, Boulogne, et moi à l'Université de Lille. On va vous présenter donc différents travaux où on compare des formats de pratique en badminton. Donc globalement, on va plutôt se concentrer sur le badminton. Le tennis de table sera mis de côté ce soir. C'est là où on mène nos principaux travaux. Merci Clément. Alors moi j'ai été intéressé dans l'article que vous avez publié justement dans la revue de l'ARIS, dans le livre de l'ARIS que vous avez publié suite au colloque de Lille. Et nous avons pu lire et entendre que certaines propositions de formes de pratique seraient plutôt adaptées à une grande majorité des filles et inversement d'autres pour les garçons. Alors, vous avez, vous, dans vos travaux, regardé ce que produisaient les formes de pratique du point de vue de la mobilisation des élèves. Est-ce que tu pourrais revenir un peu sur ces résultats que vous avez obtenus dans cette première recherche que vous avez nommée « Type de forme de pratique proposée en badminton et influence sur la mobilisation des élèves en EPS ». Alors je vais y revenir, mais avant toute chose, on va situer notre travail dans des cadres théoriques, on va être assez bref. L'idée c'est de vulgariser ce propos, mais à minima de montrer un peu quelques précautions sur le recueil de données que l'on a réalisé. Je vais donc laisser la parole à Olivier Dieu, mon collaborateur, sur ces aspects-là, pour vous présenter un peu les enjeux de cette étude et le cadre théorique. Alors bonjour à tous, merci Clément pour la transition. En fait, tu peux remettre avant la diapo. Notre question de départ par rapport au badminton, c'est que c'est une activité qui, quand elle est rentrée en éducation physique dans les années 90,
nous semble avoir eu un énorme succès de par sa spécificité qu'elle était multiformat, c'est-à-dire que c'était une activité qui plaisait parce qu'elle était jouée par équipe dans le cadre de l'UNSS, mais aussi sur des formats individuels. Donc elle était pratiquée de multiples façons et pour de multiples raisons, et c'est certainement pour ça qu'elle est devenue au fil du temps le sport le plus pratiqué en éducation physique. Dans le cadre de l'UNSS, d'ailleurs, c'est le sport individuel le plus pratiqué. Par contre, un paradoxe qui a été notre question de départ, c'est que tel qu'il est enseigné aujourd'hui, le badminton est un badminton peut-être en réduction, où il y a vraiment cette pratique de la montante descendante qui est récurrent et qui tend peut-être à démobiliser les élèves. Diapo suivante. Donc, au niveau de notre cadre théorique, Clément en a parlé très rapidement. Nous, on est sur une approche écologique qui, selon laquelle, plutôt, le comportement émerge d'un réseau de contraintes en interaction. Diapo suivante. Soit l'engagement est lié à l'individu, à l'environnement dans lequel il est, ou au but de la tâche qu'on lui donne. Donc, pour mesurer l'effet des formats, on appareille nos élèves avec des accéléromètres pour recueillir l'activité physique et on les fait remplir des questionnaires de plaisir pour savoir s'ils ont aimé ou pas les différents formats qu'on leur propose. Alors pour revenir à ta question maintenant et à cette étude qu'on avait présentée en 2018 à l'ARIS, notre hypothèse de départ, c'était que le format rencontre mobilisait plus que les deux autres. Donc je vais préciser les trois formats à l'étude. Le premier, que je ne vous reprécise pas, la montante descendante, tout le monde la connaît, à gauche, un défi, 1 contre 1, premier arrivé à 11. Le second, au centre, la rencontre, qui est une ronde italienne, c'est-à-dire que c'est une opposition entre deux équipes de joueurs hétérogènes, du plus faible au plus fort, qui jouent avec un système de score cumulé. Et enfin, à droite, le format épreuve, où là, chaque élève de la classe pouvait choisir un joueur classé dans un niveau supérieur à lui et jouer avec un handicap de score positif. Si je défie quelqu'un 2 fois plus fort que moi, je pars à plus 7, le match allant jusqu'à 11. Diapo suivante. Donc au niveau des résultats, sur la population générale d'une centaine d'élèves de collège, notre hypothèse finalement n'est pas totalement validée, parce qu'on voit que le dispositif de ronde italienne en rencontre mobilise plus que le dispositif épreuve, mais par contre mobilise autant que le dispositif montante descendante. Passe pas la diapo. Si maintenant on regarde les filles, puisque c'est ta question portée sur les filles, là si on prend que les filles, il n'y a aucune différence entre les trois formats. C'est-à-dire qu'elles aiment autant le défi, la rencontre et l'épreuve, et elles bougent autant dans ces trois formats. De la même manière, si on différencie au niveau de l'âge, les collégiens, eux, sont sur la même tendance que ce que vous voyez au niveau de la diapo, c'est-à-dire que la rencontre est supérieure à l'épreuve. Par contre, cet effet cesse avec les lycéens. Donc, pour résumer, la rencontre mobilise plus que l'épreuve, certes, mais pas pour les filles et pas pour les lycéens. Donc, c'est un petit peu plus complexe que ce qu'on pouvait faire comme hypothèse au départ. Merci. Alors, Olivier, justement, au dernier colloque de l'ARIS, tu as présenté le prolongement de vos travaux de recherche qui viennent questionner en fait les formes de pratique avec cette, on va dire presque cette mode autour de la question de l'interdépendance des résultats et l'activité coopérative. Est-ce que vous pourriez nous dire finalement, du point de vue des pratiques proposées aux élèves, est-ce que lorsqu'on leur propose une pratique plus coopérative ou avec des résultats qui seraient plus interdépendants, est-ce que ça va accentuer leur implication et leur motivation dans les différentes situations qu'on peut proposer? Alors, encore une fois, on a fait une étude où on a recueilli des données sur une grosse centaine d'individus, donc notamment ici des lycéens plus particulièrement. Et l'hypothèse était donc que des formats en interdépendance allaient donc augmenter l'engagement à la fois émotionnel et physique de nos élèves. À ce titre, on a donc testé 4 formats. Un format de double et un format de simple. Donc le format de simple se distingue en 2 temps. Il y a la montante descendante qui est en fin de compte notre format témoin. Ensuite, la rondelle italienne, ce sera ici plutôt une interdépendance de résultats, puisque les résultats s'accumulent. Ensuite, donc 2 formats de double. Un format plutôt en double badminton, où là, il y a une interdépendance plutôt de processus. Ça veut dire que les joueurs peuvent jouer donc à 2 sur un terrain. Et
une interdépendance qui va être plutôt de processus et de résultats avec le double en tennis de table, où cette fois, dans le double tennis de table, on joue chacun son tour. La différence principale, si vous voulez, c'est que quand on fait un double en badminton, si je joue avec quelqu'un de largement meilleur que moi, il va pouvoir jouer tout seul, il va donc assumer le rôle de 2 joueurs tout seul. Donc, cette fois, il va être seul contre 2. Alors que dans le double tennis de table, on le frappe un volant sur 2, obligatoirement. Donc, chaque joueur va toucher le même nombre de volants. Là, ce qu'on a voulu tester concernant l'activité physique, c'est comparer les formats 2 à 2. On compare les formats de simple entre eux, on compare les formats de double entre eux. C'est concernant l'activité physique, l'engagement moteur. Concernant le plaisir en situation, donc là ici l'engagement émotionnel, on a comparé tous les formats entre eux en disant le double, nous en tout cas c'est l'hypothèse qu'on faisait, il y a davantage d'interdépendance par exemple dans le double tennis de table. On pense donc que les élèves vont retrouver davantage d'intérêt, vont prendre davantage de plaisir dans ce type de format-là. Donc c'est l'hypothèse qui avait été formulée. Maintenant, on va passer aux résultats qui sont proposés par rapport à cet élément. Si on va donc sur l'aspect d'engagement moteur, on se rend compte pour ces élèves de lycée qu'il y a un engagement moteur supérieur dans la rondelle italienne que dans la montante descendante, concernant les formats simples. Concernant les formats de double, on se rend compte qu'il y a on va dire aucune différence significative entre le format de double badminton et le format de double plutôt donc en tennis de table. Ce résultat, ça montre donc encore une fois que c'est complexe. Déjà, l'interdépendance en soi n'amène pas davantage d'activité physique puisqu'on aurait dû retrouver sur le double tennis de table davantage d'engagement moteur que sur le double badminton. Ça montre donc que plus le niveau d'interdépendance augmente et enfin, en tout cas, il n'y a pas de corrélation avec l'activité physique. À ce titre, il y a donc un ensemble d'éléments qui sont complexes et qui montrent qu'il faut apprendre aux élèves à travailler ensemble, à être interdépendants, en quelque sorte, les former à cette indépendance pour qu'il y ait davantage d'engagement à ce niveau-là. Concernant l'engagement émotionnel, on peut en parler un peu. Donc, on a vu notamment donc là-dessus un engagement plus fort au niveau de la nouveauté, ça veut dire au niveau de la découverte d'une activité et du plaisir sur le format de double tennis de table qui remontait et sur le format de rondelle italienne. Est-ce que tu veux compléter ? Alors juste pour faire une petite synthèse, pour vulgariser, qu'est-ce que ça montre cette étude par rapport à ta question de départ ? Ça montre que finalement, quand l'interdépendance elle est mécanique, dans le cas de la ronde italienne, quand c'est juste de l'accumulation de scores, alors ça augmente l'activité des élèves, l'engagement des élèves. Par contre, dans le cas de l'interdépendance fonctionnelle, l'interdépendance de procédure, on ne voit pas de différence entre les deux doubles. Ça veut donc dire que si on n'apprend pas aux élèves à jouer en double, et cette diapo là le montre un petit peu, si on propose une pratique de double sans leur apprendre à jouer en double, alors ça n'a pas d'impact positif sur l'engagement des élèves. Donc non, l'interdépendance c'est pas magique et les interactions entre élèves, ça s'apprend. Merci à tous les deux. Alors, une dernière question. C'est vrai que là, vous avez parlé des conséquences en termes d'engagement, en termes de motivation, de mobilisation des élèves. On sait que c'est important dans l'apprentissage, mais ce n'est pas une garantie. C'est-à-dire qu'on peut très bien être engagé, motivé, et pour autant passer complètement à côté des savoirs qui sont visés. Alors, je voulais savoir si vous avez certaines données là-dessus, en termes de résultats. Et en badminton, on peut identifier globalement, hein, on l'a vu dans ce que vous avez pu proposer, bon, je caricature un petit peu, hein, mais il y a 3 grandes situations hein, qu'on voit très souvent, qu'on entend parler, hein, la montante descendante, la rondelle italienne. Donc ma dernière question aussi serait finalement ces formes de pratique, est-ce qu'elles induisent des effets sur l'implication des élèves en termes de motivation, sur les apprentissages des savoirs? Est-ce que vous avez des données, des éléments autour de cette question-là? Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'on ne mesure pas les progrès des élèves. On se cantonne vraiment à leur engagement avec la méthodologie que Clément a proposée tout à l'heure. Par contre, sur une dernière étude, et je vais en parler très rapidement, on a testé les 3 formats dont tu as parlé, hein, le format banco, le format montante descendante et le format ronde italienne, qui sont les plus utilisés en badminton. Et on a voulu tester l'hypothèse suivante. Est-ce que si on adapte les formats à l'intention prioritaire de jeu des élèves, alors leur engagement augmente? Donc on s'est appuyé sur une classification de l'engagement que j'ai pas le temps de développer ici, mais en gros une grille qui classe les élèves en termes d'intention de jeu. Diapo suivante. Et en fait c'est une grille de l'expertise, mais à part que l'expertise des élèves se différencie selon leur intention. Et en fait,
on s'est dit, notre hypothèse, c'est que la ronde italienne, ça irait mieux, enfin ça engagerait davantage les grands débutants, parce que l'intention de jeu dans la ronde italienne, surtout quand je suis le premier à démarrer, c'est plutôt de résister pour gagner, en fait pas laisser filer le score, ou éviter d'en prendre le plus possible. Donc on faisait cette hypothèse que ce type de format allait plutôt mobiliser les gamins qui avaient ce type d'intention de jeu, les grands débutants. Pour le banco bonus, là, vous savez que le banco, c'est marquer un coup avec un spécial. On pensait que ça serait plus adapté à ceux qui ont une intention de jeu liée à libérer un espace libre. Donc des gamins qui sont plutôt dans un niveau débrouillé. Et enfin, la montante descendante, on pensait, notre hypothèse, c'était qu'elle allait plutôt mobiliser les gamins qui étaient plus experts, donc à une étape plus technique. Parce que dans une montante descendante, quand on accumule les matchs, ce qui fait la différence à la fin, c'est l'efficacité. Si j'ai été efficace par mes coups et que je me suis économisé tout au long, c'est moi qui gagne. Diapo suivante. Ces hypothèses-là, pour le coup, elles se sont validées. C'est-à-dire que effectivement, la ronde italienne mobilise plus les débutants, le banco plus les intermédiaires et la montante descendance plus les élèves experts. Donc par rapport à ta question de départ, dernière diapositive, ça me paraît important, ça nous paraît important dans l'activité badminton parce que c'est une activité, vous parliez tout à l'heure d'éternel débutant, où bien souvent on propose toujours le même format aux élèves ou n'importe quel type de format, quel que soit leur niveau d'expertise. Or, cette étude montre que, en fonction du niveau d'expertise, il y a des formats qui mobilisent plus ou moins les élèves. Donc, attention à la montante descendante comme format unique, parce que pour les débutants, ça ne les mobilise pas plus. Et attention aussi à l'attribution de formats en fonction de l'expertise. Dans la littérature, souvent la situation de banco, elle est faite avec des grands débutants. Et la ronde italienne, elle est faite à l'UNSS, donc plutôt avec des gamins débrouillés. Or, notre étude montre que, en fait, la ronde italienne, c'est bien pour les débutants et le banco pour les élèves intermédiaires. Merci beaucoup à tous les deux pour ce travail difficile qu'on vous a demandé de vulgariser des recherches, 3 travaux de recherche en 20 minutes. J'ai vu que plusieurs nous ont demandé où est-ce qu'ils pouvaient avoir vos travaux. Donc, on verra comment on peut aussi sur notre site et puis envoyer à l'ensemble des participants la possibilité de pouvoir relire vos articles et votre PowerPoint parce que c'est vrai que vos données peuvent bouleverser un certain nombre de certitudes ou je pense d'imaginaire collectif sur des formes de pratique et qu'elles peuvent amener donc du coup à réfléchir à nouveau à des modifications. Donc merci encore à tous les deux. Pour continuer un peu notre soirée, nous allons accueillir Stéphane Gobet. Mais avant, je vous propose d'avoir une respiration musicale autour de la présentation d'une des premières situations qu'il va nous présenter dans son déroulé. Et on reprendra ensuite avec Stéphane Gobet, professeur de l'Académie d'Aix-Marseille. Moi je vous entends pas, vous m'entendez? Allô? Ok, il n'y a pas de problème alors, mais j'ai un gros décalage entre ce que Facebook et ce que j'ai en tête en visio sur mon... Garde ton téléphone. Ouais.
l'un des constats qu'on a souvent en lycée, c'est qu'on constate que les élèves, globalement, ils jouent au centre du terrain, ils renvoient un petit peu leur volant en faisant des trajectoires en cloche, et bon, c'est-à-dire qu'ils vont une recherche de la cible adverse. Certains n'ont pas compris que la cible adverse était au sol. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, peut-être selon toi, comment ça se fait qu'on a cette situation-là, avec des élèves qui, pour autant, lorsqu'on leur pose la question, ont déjà fait 2 cycles lorsqu'ils étaient en collège? Bonsoir Bruno, bonsoir tout le monde. Content de faire partie de cette petite réunion, cette petite assemblée. Content aussi d'avoir entendu un peu les résultats de cette enquête de nos chercheurs. Je pense que je vais m'y pencher maintenant que j'en connais l'existence. Pour revenir à ce problème qu'on pourrait appeler de l'éternel débutant qu'on constate pas uniquement dans notre discipline mais particulièrement en badminton, avec l'expérience des formations sur les collègues dans le cadre des FPC, etc., c'est vrai que l'éternel débutant est énormément constaté au lycée, même jusqu'en lycée, même en terminale, après 2 cycles d'activité. Les collègues aussi retracent beaucoup de problèmes à faire progresser, notamment les élèves les plus faibles, ceux qui occupent dans les fameuses montées-descentes nos terrains 5, 6, 7 dans toutes nos classes. Donc précisément centré un peu sur les élèves les plus faibles. Je pense qu'aussi ce qui revient un peu de toutes ces FPC, c'est peut-être les différences de représentation qu'ont les élèves de l'activité ainsi que les collègues. Alain Réty, pour pas le citer, qui est notre cher inspecteur dans notre académie, avait parlé un jour lors d'une réunion de formation de formateurs d'attaque terroriste du badminton sur le PS. Alors, évidemment, ça m'a interpellé, on en a beaucoup discuté ensemble et c'est pour revenir un peu sur les propos qu'ont fait nos collègues juste avant moi. C'est vrai que dans les années 90, beaucoup de gens se sont appropriés l'activité badminton comme support pour des intérêts didactiques, pas uniquement, je pense, pour les choses qui ont été décrites précédemment, mais pour aussi des intérêts didactiques de facilité, de gestion des élèves inactifs, etc., pour beaucoup d'autres aussi raisons, qui ont fait que cette activité faisait partie de toutes les programmations. Mais est-ce que finalement, avec cette activité qui est quand même récente, en faisant 2 cycles ou énormément pratiqués, on peut retrouver dans beaucoup de programmations, est-ce qu'on a réussi quand même à faire progresser les élèves? Je pense pas. Je pense pas totalement parce que les constats sont, je veux pas dire effrayants, mais c'est quand même un peu difficile de voir ce constat en lycée notamment. Alors, justement, qu'est-ce que tu proposes pour faire réussir tous les élèves et les faire progresser? Je pense que l'idée serait de s'approprier des savoirs clés propres au badminton dès les premières années de pratique. Qu'est-ce que c'est que des savoirs clés? Et c'est là que je pense qu'il y a une légère dichotomie entre ce monde fédéral et ce monde de l'EPS où, sans parler d'étiquette, je travaille pas la même chose aujourd'hui quand je fais de l'EPS en badminton dans mes premiers cycles et je fais pas la même chose quand je vais au même âge dans un club pratiquer le badminton. Et c'est ça que je pense qu'il faudrait s'accorder à resserrer et à observer pourquoi on ne fait pas ces mêmes choses et pourquoi ça interroge tout le monde. Alors moi j'aime te dire que c'est étonnant que tu baisses le fumier, voire même que tu fasses fumier pour faire progresser les élèves. Pour moi, les savoirs clés en badminton, ils tournent autour de ce qu'on appelle vulgairement dans le monde fédéral le relâché serré, tout ce qui est cette approche de maniabilité. Quand on sort du FPC où on voit des pratiques autour du badminton et des compétences uniquement sur du jeu basé sur le grand terrain, des 2 points sur les zones arrière, sur les zones avant, sur les zones arrière, traiter l'activité badminton dans un grand espace, etc. au début de la pratique, je pense pas que les élèves soient armés pour la pratiquer et pour s'approprier les compétences requises pour aller valider ça au baccalauréat sans maîtriser ces savoirs clés. Je pense qu'on peut toujours demander à une élève des terrains qui occupent nos terrains 6 et 7
de faire un dégagement et de l'envoyer dans la zone arrière, si elle ne maîtrise pas le relâchement du poignet et l'accélération de la tête de la raquette, on ne pourra jamais y arriver. Donc je pense que c'est vraiment proposer d'abord les vrais savoirs clés aux enseignants, les vrais savoirs clés qui correspondent et qui pourront les amener à après partir évidemment vers les intentions ou vers la maîtrise des trajectoires et vraiment de rentrer pleinement dans cette activité-là. Tu m'as parlé de quatre situations clés pour toi qui constituent vraiment des incontournables à la méthode. Alors pendant que tu parlais, on a eu plusieurs présentations de ces situations-là, dont la première que tu présentais en tout début, on avait montré en tout début, avant que tu parles. Est-ce que tu peux revenir sur finalement ces quatre situations incontournables qui, de ton point de vue, doivent proposer aux élèves pour faire changer la situation de ces éternels débutants en méthode? Alors avant de les présenter, je voudrais quand même revenir sur les problèmes clés liés à l'activité. Il y a trois problèmes clés, trois choses qu'il faut bien posséder, je pense, ou bien avoir en tête avant de rentrer dans une activité badminton. C'est résoudre le problème lié aux frappes main basse, donc qui concerne tous les débutants en badminton, qui est souvent en lien avec le matériel, mais avec aussi beaucoup de choses, beaucoup de techniques d'entrée en jeu. Donc là, résoudre le problème lié aux frappes main basse, gérer les frappes proches du corps, ça ce serait un deuxième point, et un troisième qui serait développer les trajectoires et les intentions dans les frappes main haute. Alors c'est un réel enjeu, hein, c'est trois gros chapitres, mais je pense qu'il faut, à travers, donc on a abordé les formes de pratique, je pense qu'il faudrait changer un peu ces formes de pratique en badminton pour essayer d'arriver à gérer ces choses-là à travers des nouvelles formes de pratique. Alors, baisser le filet, la baston, celle qu'on vient de voir, la première vidéo qui a été diffusée, c'est, je pense, une des situations clés à travailler au début. Donc, elle se fait sur terrain réduit, sur demi-terrain. Elle se fait que dans le carré de service. On enlève la zone avant, la zone arrière, comme vous avez pu voir. On enlève le filet, on impose un service haut. Alors évidemment, les comportements attendus très vite sont l'accélération vers le bas. L'absence de filet fait qu'on peut changer un peu les représentations, de jouer vers le haut. Demander à un élève de 6e de faire un smash quand il mesure 1m50 et qu'il n'est pas plus haut que le filet et qui maîtrise pas l'accélération de la tête de raquette, c'est complètement utopique pour moi. Donc je pense qu'on se méprend. La baston résout un peu ce problème-là. Facilite les échanges, enlève les déplacements. L'élève a moins de choses à gérer et n'a à se focaliser que sur ce point de rencontre raquette. Voilà, pardon. Merci. Alors, est-ce que tu pourrais t'attacher à nous présenter précisément, on les a vus à l'écran, un peu le temps pour que nos auditeurs puissent se les approprier, une ou deux situations là qui ont pu défiler, et nous décrire un peu ce que justement aussi le comportement des joueurs qu'on peut voir sur les vidéos que tu as envoyées. D'accord. Alors l'idée est évidemment, si on part sur des cycles de pratique collège, sur des premiers cycles de pratique ou premier, deuxième cycle de pratique, bien qu'on puisse faire des bastons et des carrés ou tous ces exercices-là sur le lycée, si on veut récupérer un peu de niveau, je pense que toutes ces situations, la deuxième, je ne sais pas si vous l'avez vu parce que j'ai pas un retour vidéo, je pense que vous avez vu un peu la situation du carré, qui est la même que la baston, sauf qu'on a un filet évidemment un peu bas, pas 1m55 normalement, mais privilégié 1m45, où il y a les mêmes contraintes. Et voilà, on reste dans un domaine où il n'y a pas de déplacement à gérer, où il y a uniquement un rythme de volant à gérer, avec évidemment qui vont imposer une maniabilité, à savoir des changements de prise peut-être inconscient au début, mais c'est ce que ça va induire. Et évidemment, une accélération de la tête de raquette. Il faut absolument que l'élève comprenne que la cible est au sol et que son accélération de la tête de raquette va provoquer du danger chez l'adversaire. C'est un peu l'idée de ces deux situations qui sont un peu regroupées. La troisième serait celle du double impact. Là aussi, pour gérer, je ne sais pas si vous l'avez vu, Bruno. Oui, on la voit là.
D'accord. Pendant que tu parles, on la présente. Tu peux y aller. D'accord, ok. Donc cette série du double impact qui est relativement ludique pour les élèves, un peu difficile, j'avoue au début, mais qui reste clé dans l'apprentissage. Alors ces trois situations, elles vous ont été présentées, elles sont en modèle vidéo sur un modèle fédéral parce que comme par hasard, ce sont trois situations qui font partie d'un dispositif de détection pour les plus jeunes joueurs dans le milieu fédéral. Donc, et c'est des situations qui sont complètement, qui servent pour moi vraiment de situations clés à l'apprentissage, comment l'élève réagit dans ces quatre situations. Et elles sont évidemment facilement applicables au monde de l'EPS avec un volant pour deux, demi-terrain, etc. Donc, je pense qu'elles remplissent parfaitement les conditions. Merci Stéphane. Est-ce que tu as quelque chose à nous raconter par rapport aux situations? On les mettra aussi à disposition de nos auditeurs. Ton dernier mot de cette petite soirée. Bah déjà, j'étais content qu'on parle de badminton, qu'on entende des gens qui se penchent un peu sur cette activité. Je voudrais revenir un peu sur les formes de pratique. On a beaucoup aussi entendu parler de montante descendante, de ronde italienne, mais j'ai pas entendu parler de ronde suisse. Le modèle fédéral a repris aussi un peu cette idée de ronde suisse que moi je développais pas mal en EPS. La ronde suisse, le principe c'est un gros chapeau avec tous les noms, un tirage au sort aléatoire au début, des gagnants qui forment un nouveau chapeau avec un retirage au sort à nouveau, etc. L'élève aussi réagit bien à cette forme de pratique en classe. L'incertitude de l'adversaire, le même nombre de matchs pour tous les joueurs, la facilité d'utilisation, etc. Je pense qu'aussi ça peut être intéressant. Après, elle est aussi facilement quantifiable si on veut relever des performances précises. Il suffit d'attribuer des points à chaque rotation et puis de laisser les gagnants jusqu'au bout. Le cahier des charges, il peut être varié sur ce type d'utilisation de ronde suisse. Mais c'est aussi une idée peut-être à voir. Mon idée à peu près sur l'idée de la conception du badminton, c'est vraiment impérativement d'avoir un filet adapté, d'avoir une surface de jeu adaptée à la pratique et de mélanger évidemment beaucoup les élèves. Voilà, un peu à l'image de ce qui avait été décrit précédemment. Merci Stéphane. Alors, peut-être Olivier, ou peut-être une réaction par rapport à ce que vous avez vu. Bon, pas forcément du point de vue des recherches, mais aussi par rapport à un professeur de PS. Voilà. Est-ce que vous partagez ces constats de souvent ces élèves qui sont en échec, en proche au lycée, peut-être pourquoi l'université vous envoyez aussi un peu dans la description que j'ai pu donner. Olivier. Alors ouais, une petite réaction. Bah déjà merci pour la présentation et puis sur le constat, on est évidemment d'accord. L'éternel débutant en badminton, c'est un sujet. Alors moi juste deux petites remarques. Je partage avec toi l'idée d'être sur cette accélération de la tête de raquette qui me semble être un contenu prioritaire pour les grands débutants et bannir un peu effectivement comme tu l'as dit forcément le long court et puis la technique de rotation centrale dont on sait qu'avec les grands débutants ça perturbe la prise d'information notamment, donc c'est compliqué. Donc là-dessus je te rejoins tout à fait. Après intéressant cette situation où on baisse le filet, mais par contre je me pose une question. Si c'est favorable effectivement à l'accélération de la tête de raquette, par contre ça induit de fait l'acquisition du jeu main basse pour défendre sur ce match. Tu m'arrêtes si je me trompe. Et là du coup on sait que aussi le jeu main basse, d'ailleurs tu l'as dit, c'est une difficulté des débutants. Donc faut aussi, j'imagine, dans ton approche, travailler le jeu main basse. Évidemment, tout se fait en parallèle, mais je pense que ces situations sur terrain réduit avec ce filet bas multiplient les échanges. Évidemment qu'au début, sur ce type de situation, ça va pas être des transformations radicales. On va pas avoir des élèves qui vont se matcher tout de suite, etc. Donc le fait d'enlever le filet, c'est quand même l'idée de leur faire prendre conscience que le jeu il est vers le bas et il n'est pas vers le haut. De favoriser aussi
l'accélération de la tête de raquette, diminuer les fautes. Et je vous assure, au début, les smatchs, ils sont pas réellement présents. On a des intentions d'aller le voir. Alors, évidemment que le problème lié aux frappes main basse, celui lié aux frappes proches du corps, il y est toujours. Mais c'est évidemment pour ça, en les maintenant dans un espace réduit, dans ce carré, j'enlève le problème de déplacement. Il faut absolument qu'ils gèrent ce problème de prise de raquette, d'orientation de tamis, de résoudre cette spécificité du BAD avec cette spécificité du matériel où la tête de raquette est loin du manche. Il faut absolument qu'ils gèrent ça. C'est vraiment l'idée de ces situations. Merci encore Stéphane d'être rendu disponible dans ce début d'année qui pour beaucoup de PS est un temps très chargé pour tout lancer, les projets, les séquences d'éducation physique, le sport scolaire. On aura j'espère l'occasion de se retrouver dans d'autres moments, dans des journées de TS. Merci encore à toi de cette présentation. De rien, merci à vous. On continue notre soirée avec nos deux derniers invités, donc Alain Becker et Dominique Kramer. Membre du bureau de la revue Contre-Pied, le centre EPS Société, et vous avez publié dans la dernière revue Contre-Pied sur le sport scolaire un article qui justement vient discuter cette question de la forme de pratique et qui vous vous appuyez sur un des articles qui a été publié dans la revue de la EPS et vous constatez un certain nombre de glissements du point de vue de cet usage notionnel. Alors, forme de pratique scolaire, de quoi parle-t-on? J'encourage d'ailleurs nos lecteurs à lire sur le blog de Didier Delinière un article assez long qu'il a réalisé où il vient définir et travailler cette idée-là, d'où elle vient et l'évolution. Moi, ma première question que j'ai envie de vous poser à tous les deux, c'est est-ce que vous pourriez revenir sur la définition de cette notion pour vous et finalement l'usage qu'on en fait aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez voulu discuter autour de cette idée-là? Bah, écoute, ce que je voudrais dire en introduction, alors c'est très intéressant parce que les échanges préalables, d'une certaine manière, reproblématisent la question de ce que tu appelles la forme de pratique scolaire, voire la forme scolaire de pratique, puisqu'il y a des digressions sur ces... Alors, ce que je peux te dire du point de vue de l'article, c'est que nous ne sommes ni les auteurs, ni les promoteurs, ni l'audateur de cette notion. C'est-à-dire que nous, on n'est pas responsable de l'émergence de cette notion. En revanche, nous connaissons et nous nous reconnaissons dans le concept de forme scolaire et qui est lui bien renseigné, en particulier dans le domaine des sciences de l'éduc, et concept qui finalement saisit les problèmes relatifs aux divers dispositifs de scolarisation, donc prioritairement bien sûr à tout ce qui a trait à l'institution scolaire, son organisation, ses contenus, les conditions de leur appropriation critique, la question de la réussite de tous, et bien sûr, d'une certaine manière, nous nous reconnaissons dans cette grande tradition, je dirais, en éducation physique et sportive qui démarre dans les années 80, autour du travail sur la didactique des absents en milieu scolaire et comment dirais-je, sur les questions de transposition didactique. Donc, nous reconnaissons dans la question, je dirais, de la forme scolaire, c'est aussi à partir, comment dirais-je, de cette question-là que nous nous interrogeons sur l'émergence de la notion de forme de pratique scolaire versus forme scolaire de pratique. C'est-à-dire, nous essayons de voir, et c'est une question qu'on pourrait d'ailleurs poser à ceux qui ont fait émerger la notion de forme de pratique scolaire. En quelque sorte, je fais un renversement dialectique de ta question. On dirait que ça serait intéressant finalement d'interroger ceux qui ont mis en avant la question de la forme pratique de scolaire pour savoir comment eux, ils se positionnent par rapport à la question, par rapport au concept de forme scolaire, de pratique scolaire. Et donc, de forme scolaire, pardon. Donc, nous, on n'a pas travaillé sur la définition de la chose. On s'est simplement intéressé sur l'émergence de la question et voir ce que ça peut, comment dirais-je, que ça peut vouloir dire. Mais il faut bien aussi rendre compte, c'est que on n'est pas non plus trop naïf, on est un peu des vieux briscards, et donc on s'est aussi interrogé à partir du contexte dans lequel la question de la forme de pratique scolaire émerge. C'est-à-dire que
elle ne sort pas du chapeau, elle se développe aussi dans un certain contexte. Et là, je veux faire allusion aux controverses vives qui traversent la profession depuis plusieurs années et portant sur l'idée d'une modification de l'intitulé de la discipline. EPS, c'est-à-dire ceux qui souhaitent un retour à l'éducation physique, et donc voir disparaître le S de l'EPS, soit ceux qui proposent une EPS santé, substituant le terme sportif à celui de santé, et puis surtout celui qui s'assoit de façon plus forte, une EPS scolaire à la place de l'EPS, à la place de l'éducation physique et sportive. Alors, sans qu'on puisse affirmer, comment dirais-je, avec certitude des causalités, les analogies nous interrogent quand même. C'est-à-dire comment se fait-il que l'émergence de la forme de pratique scolaire, de l'idée de forme de pratique scolaire, vienne à un moment donné où finalement des débats assez vifs de nature à la fois professionnelle, idéologique, mais aussi politique, se posent sur finalement est-ce qu'on doit changer l'intitulé de la discipline qui nous concerne. Et bien sûr, derrière la forme de pratique scolaire, nous avons une interrogation. Est-ce que c'est pas finalement une astuce, un moyen finalement pour tenter de faire que la référence aux APSA disparaisse lorsqu'on se pose la question des contenus d'enseignement. C'est-à-dire avec le risque, à mon avis à terme, de voir des contenus émerger sans aspect concret et sans, je dirais, technique particulière attachée aux pratiques, aux APSA. Alors d'autres indices nous interpellent aussi. C'est par exemple l'évolution des derniers programmes, dans lequel effectivement la référence aux APSA est pour le moins, comment dirais-je, fragilisée, mais aussi des questions un peu de linguistique. Comment se fait-il qu'on passe de la forme de pratique scolaire à la FPS, quoi? C'est-à-dire, on parle d'une notion avec des mots qui veulent exprimer je dirais, saisir une certaine réalité, et d'un seul coup, on voit que dans l'usage quotidien, c'est la FPS, c'est un sigle un peu barbare qui devient, je dirais, le principal instrument de réflexion. Et donc, cette sorte de banalisation de la forme de pratique scolaire, même pour ceux qui en sont les promoteurs, devrait, comment dirais-je, interroger. Et donc, puisque tu nous as posé la question, en gros, de comment nous définissons la FPS, et je vois que dans les interventions qui nous ont précédées, finalement, si on prend stricto sensu la question de la forme de pratique scolaire, on voit qu'elle devient flottante, quoi. Les transferts de connaissances entre le monde civil et le monde scolaire sont pas des choses qui apparaissent comme étant rédhibitoires ou interdites. Donc, puisque tu te posais la question, comment nous on définit la forme de pratique scolaire ou la forme scolaire pratique, nous te répondons que nous n'avons pas de définition disponible, mais peut-être que on pourrait demander effectivement à certains représentants, par exemple du CEDREPS, je pense en particulier à Ubaldi, qui a comment dirais-je en 2006 tenté de donner une définition de ce qu'ils appellent la forme de pratique scolaire. Il serait intéressant, à mon avis, d'avoir des échanges avec le CEDREPS et la EPS sur ces questions-là. Je conclus en disant une chose importante, c'est que sur le concept de forme scolaire, je renvoie à comment dirais-je, un article de la revue Recherche en didactique en 2012, dans lequel il y a une interview assez brillante, comment dirais-je, de Vincent, qui est considéré aujourd'hui dans le champ des sciences du comme le créateur du concept de forme scolaire. Donc, moi, je conclurai en disant que tout cela mérite discussion. Et que je crois que ce qui a été entendu du point de vue des exemples ce soir montre bien qu'à trop vouloir fixer définitivement certaines notions, cela devient difficile ensuite d'avoir des pratiques qui soient, je dirais, saisies d'une façon un peu plus flexible et dynamique, quoi. Alors, mais on s'interroge aussi. Non, mais voilà. Donc j'ai conclu mon propos. On n'a pas de réponse à la question que tu nous poses, donc on n'est pas très bon, mais en même temps, on est très très ouvert à pouvoir en discuter, quoi.
Bon, eh bien écoutez, en tout cas, un prochain rendez-vous à prendre, on pourra peut-être l'organiser à l'occasion d'une soirée de l'EPS. Alors, pour prolonger un peu quand même sur votre article, dans l'article vous faites référence, vous dites à propos de la forme de pratique scolaire, de l'irrévérence à l'absence de référence. Donc, mais moi ce que j'ai envie de vous demander, c'est que finalement, si les élèves ils transforment leur motricité, où est le problème que l'éducation physique et sportive s'éloigne de la pratique de référence? Est-ce que vous pourriez nous répondre notamment en venant discuter de la fonction de l'école qui serait sous-jacente à une conception ou une autre par rapport à cette question-là? Merci pour la question. On va prolonger ce que vient de dire Alain. Et pas directement répondre à cette question, mais je vais d'abord introduire cette réponse. Donc de l'irrévérence à l'absence de référence, c'est un titre qu'on revendique dans l'esprit des propos qui précèdent. Et il faudrait poursuivre ce titre en disant que référence n'est pas révérence. C'est une idée importante. Derrière le mot de révérence, il me semble qu'on peut associer des idées de domination, de soumission, et de manière implicite, ça c'était de manière explicite, mais de manière implicite, l'idée de la reproduction du geste du champion, dans ce qui nous concerne. La reproduction in extenso de règles fédérales. Mais également, il nous semble qu'il y a une dénonciation implicite de valeurs et des effets supposés négatifs de la pratique sportive, qui occulte en partie ce qui peut être associé à l'idée d'une référence sportive, par exemple des repères sur la société, la culture, sur des niveaux. Et puis derrière l'idée de référence, on pourrait également citer les acquis de l'expérience qui ont été accumulés au fil de l'évolution des pratiques, des entraînements, des connaissances des élèves, connaissances du jeu. Le milieu sportif également, si on parle de référence, parfois, et ça a été montré dans les interventions précédentes, peut donner des idées à l'EPS. Des idées que l'EPS peut reprendre en termes de diversification, d'innovation, de modification, de jeu avec les règles, etc. Donc si référence n'est pas révérence, il est malgré tout nécessaire de réfléchir à l'aménagement de ces règles. Mais l'idée de jouer avec les règles est pour nous, à un moment, assez radicalement différent de modifier ces règles. En particulier les règles qu'on appelle règles constitutives, qui sont les garantes de l'essence du jeu. Avec le risque, si elles disparaissent, de perdre le sens du jeu, de perdre le sens de l'APSA, et de glisser d'apprentissage concret vers des apprentissages méthodologiques. Donc effectivement, pour répondre à la question, le risque de s'éloigner, le risque dans ce qu'on appelle, que certains appellent les FPS, avec la définition que chacun peut y apporter, il y a des nuances bien entendu, le risque est une perte de sens et le glissement important de contenu, on va dire technico-tactique, de contenu concret, vers des contenus abstraits ou des contenus méthodologiques. Et par rapport dans ce que tu viens de dire, par rapport à la fonction que l'école joue dans notre société, en quoi ce glissement-là pose problème dans la définition que vous avez, vous, de l'école? Donc ce glissement pose problème. Je vous invite à lire l'article qu'on a, parce qu'on développe des idées de manière assez importante, et également le complément de l'article qu'on va déposer sur le site. Également, pour reparler de Didier Delinière, la dernière publication qu'il vient de proposer sur son site va dans ce sens. La question, c'est la libéralisation de l'école. Et il nous semble qu'en tout cas sur la FPS que nous avons étudiée dans l'article, dans quelle mesure on peut généraliser, ça on va pas s'engager là-dessus,
Mais dans la FPS que nous avons étudiée dans l'article, on a repéré un certain nombre d'éléments. Donc la dénonciation du sport, des objectifs presque exclusivement de type méthodologique ou des objectifs d'attitude. Nous n'avons trouvé aucun repère de niveau. Des situations qui sont, on peut dire, exclusivement autoréférencées et auto-évaluées. Un enseignant qui apparaît très peu présent dans ce que nous avons pu lire et qui a essentiellement un rôle de catalyseur ou d'animateur ou de renforçateur. Et c'est en cela que la pédagogie qui est présentée nous semble caractéristique de cette dérive libérale de l'école, ce que Didier Delinière nomme l'emprise libérale. Et l'idée, c'est que l'EPS n'échappe pas à ce mouvement. L'EPS n'échappe pas à cette contrainte. Et notre analyse, c'est que la FPS que nous avons analysée présente un grand nombre de caractéristiques de cette dérive libérale qui est décrite par de nombreux auteurs. Merci à tous les deux. Peut-être, est-ce que vous avez un dernier mot pour prolonger Je voudrais rebondir sur le dernier propos de Dominique. C'est vrai que l'éducation physique se pense un petit peu comme hors du champ politique. On a l'impression que son état, son devenir procède d'un accord de la famille, quoi. En gros, on serait entre nous, entre le corps d'inspection, les profs, diverses associations, et puis on pourrait arranger ça. Et finalement, les grandes thématiques qui influencent aujourd'hui les transformations scolaires qu'on connaît dans tout le monde occidental s'appliqueraient à toutes les disciplines, mais l'EPS passerait au travers. Et dans l'article sur lequel vous nous avez invités à nous exprimer, on a tenté, je ne sais pas si on a réussi, de montrer que l'éducation physique n'échappe pas à ce que Delinière appelle l'emprise néolibérale sur les questions scolaires, et que nous aussi, en tant que profs de PS, nous sommes dans un environnement dans lequel la question de la fonction de l'école aujourd'hui, je dirais, est clairement redimensionnée. Et je crois que l'annonce du ministre sur, comment dirais-je, à nouveau le ciblage du ministre sur le fait que le collège deviendrait à nouveau le centre de la crise scolaire contemporaine, et les réformes du collège qui sont annoncées, principalement fondées sur la question de l'autonomie totale des établissements scolaires et sur la base des projets locaux. Je crois que c'est, à mon avis, une des voies prônées par l'OCDE sur une transformation libérale de la question scolaire. Et transformation qui vient quand même, je pense, heurter la tradition républicaine de l'école française, quoi. Merci Alain et Dominique. Merci encore à nos 5 invités pour cette soirée sur la question, évidemment, sur une réflexion autour des formes de pratique scolaire. Alors, on va finir cette soirée par le kiosque. Un kiosque qui, sans doute, fera écho justement à tes mots de conclusion sur la question de l'école, puisque j'ai essayé de regarder ce qui était publié en cette rentrée sur un certain nombre d'articles ou d'ouvrages sur la question de l'école. En cette rentrée 2022, le débat sur l'école semble être réactivé. Dans cette petite chronique, je voudrais souligner quelques articles qui méritent leur lecture et que l'on partagera, bien entendu, sur notre site. En premier lieu, la revue de l'Institut de recherche de la FSU, Nouveau Regard, le numéro 42. Son dernier numéro revient sous la forme d'un dossier sur un ouvrage clé de l'analyse des transformations libérales de notre école, La nouvelle école capitaliste, publié en 2012 aux éditions La Découverte. Pour vous mettre en appétit, je vous invite à lire l'interview de Erwan Lehoux. Il nous dit, en appui sur les travaux de Laval et Vergne, les deux auteurs de la nouvelle école capitaliste, l'orientation qu'occupe, le rôle central qu'occupe l'orientation, comme incitation permanente à devoir choisir et à construire ses parcours en lien direct avec une stratégie que le sujet est censé mettre en œuvre. C'est donc une transformation de la subjectivité même des individus qui est visée, au-delà des seuls cadres scolaires et universitaires. Il nous invite à regarder de façon critique l'idée de devenir entrepreneur de soi-même. Pour prolonger votre lecture,
Pierre Merle publie dans les cafés pédagogiques une très bonne analyse de l'école du futur recherchée par Macron. Une analyse étayée et référencée. Je suis d'ailleurs tombé sur un très bon article sur le système scolaire suédois, souvent pris en exemple. Les travaux montrent au contraire que la décentralisation et la définition locale au sein d'établissements favorisent non seulement l'inégalité entre les établissements, mais accentuent la ségrégation, voire même induit une baisse générale du niveau scolaire. Pour revenir en France, vous connaissez sans doute l'Institut de la CNESCO, Centre national d'études et du système scolaire, un organisme public qui publie de très bonnes analyses. Ils ont mis en ligne un article assez long, il faut le dire, de Xavier Ponce, qui est de l'Académie de Créteil d'ailleurs, sur les trois âges les trois âges des politiques d'éducation. L'auteur revient à partir d'un regard historique sur les transformations des politiques publiques d'éducation et il caractérise et identifie trois âges qui sont éclairants pour comprendre les transformations et les stratégies engagées du New Public Management. Je m'attacherai juste au dernier âge, la phase politique. Il nous dit « La phase politique désigne une façon de faire des politiques publiques selon des temporalités de plus en plus courtes, voire de gouverner dans l'urgence. Il s'agit d'imposer rapidement aux acteurs des solutions de politique publique prétendues pertinentes. Des solutions mises en avant par des réseaux d'acteurs mondialisés composés d'experts et de think tanks. Toute ressemblance, bien entendu, avec la façon dont s'engage la réforme des lycées professionnels est réelle. À côté des articles et des publications diverses disponibles, un ouvrage quand même qui a été un coup de cœur à cette rentrée 2022, « L'école n'est pas faite pour les pauvres » de Jean-Paul Delahaye aux éditions Bordelot, qu'il vient de publier. Jean-Paul Delahaye, que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent, ancien directeur de la DGESCO, revient dans un livre de 130 pages sur la question des inégalités scolaires et de la ségrégation des enfants des classes populaires. Déjà auteur d'un rapport sur la pauvreté, il continue à démontrer que l'école de la République ne donne pas plus à ceux et celles qui ont le moins. Bien au contraire, l'investissement public est profondément inégalitaire. Un enfant d'origine modeste qui ira en lycée professionnel aura bénéficié de 36 000 euros, contre 94 000 pour un lycée général, presque 3 fois plus. Jean-Paul Delahaye, à l'aide de petits graphiques très simples, fait la démonstration que l'orientation, loin de réduire les inégalités dans les itinéraires scolaires, les reproduit. C'est ainsi que 90% des enfants de cadres ou d'enseignants ont un bac, contre simplement 40% des enfants issus de la classe ouvrière. Jean-Paul Delahaye réalise une analyse systémique en intégrant aussi dans sa réflexion les salaires. Et je reviens sur une statistique qu'a donnée Angelco en introduction de cette soirée. En 1980, les enseignants gagnaient 2,3 fois le SMIC et aujourd'hui 1,2 fois. Pour ceux qui hésiteraient encore pour la grève de demain, voilà un bon argument pour se mobiliser et faire entendre que les hausses actuelles des salaires sont absolument inadaptées par rapport à la situation. Un ouvrage pour penser l'école de demain pour la réussite de tous et toutes. Le système est bloqué, nous dit l'auteur, en reprenant les mots de Yannick Vaugrenard, car les perdants et ceux qui ont peur de perdre se font la guerre. Autrement dit, les plus pauvres de notre société et les classes moyennes. Les deuxièmes refusant la mixité par peur de déclassement. Des solutions sont possibles à condition que l'on s'en donne les moyens en agissant à plusieurs niveaux. Merci encore à toutes et à tous et rendez-vous pour la prochaine soirée de l'éducation physique, ce qui s'enseigne en EPS, technique du corps en EPS ou études des APSA, le mercredi 19 octobre à 18h30. Bonne soirée. C'est-à-dire quoi EPS? Physique et sportive.